bonjour à tous. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue à la Banque de France au nom du gouverneur François Villeroy-de-Galhau qui regrette vivement de ne pas pouvoir être présent ce soir. Je vais profiter du petit temps qui m'est imparti à la demande de Madame Pervenche Berès pour vous présenter les perspectives de la Banque de France et de la CPR sur les enjeux actuels de stabilité financière au regard, bien entendu, de notre environnement macroéconomique, mais aussi des principales conclusions de la présidence française de l'Union européenne. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous rappeler le contexte actuel qui renforce d'autant notre besoin de résilience du système financier pour absorber les chocs, bien entendu, pour accompagner l'économie réelle aussi dans son développement. Toute chose dont le système financier français a déjà fait la démonstration en grandeur nature pendant la crise Covid, sa capacité de résistance, de résilience, d'accompagnement de l'économie réelle. La résilience a toujours été au centre de nos préoccupations lors de la présidence française de l'Union européenne. Je ne vais pas énumérer l'ensemble de ces réalisations en amont de la discussion qui va avoir lieu d'ici quelques minutes, mais je souhaiterais revenir sur quelques-unes de ces réalisations. Pour nous, leur opérationnalisation va en effet jouer un rôle absolument critique, crucial pour la stabilité financière au cours des prochaines années. Alors, pour revenir sur certaines d'entre elles, je vais d'abord mentionner la résilience accrue pour les institutions financières au niveau micro, individuel, grâce aux compromis qui ont été obtenus par la présidence française sur les projets de transposition de l'accord Bâle III et de la revue de la directive Solvabilité 2. En ce qui concerne Bâle III, donc CRR et CRD qui vont avec, la CPR et la Banque de France ont soutenu le projet de la Commission fermement, avec beaucoup de conviction, qui parvenait à un très bon équilibre entre la transposition fidèle de l'accord de Bâle et la prise en compte des spécificités européennes, qui nécessitent quelques ajustements. Le compromis qui a été obtenu par la présidence française préserve notamment deux éléments clés qui sont vraiment chers à notre cœur de la proposition de la Commission. C'est d'abord les dispositions transitoires pour le risque immobilier et aussi le mandat donné à la Commission pour un acte délégué sur la revue fondamentale du portefeuille de négociation. L'application au plus haut niveau de consolidation du calcul de la output floor reste une priorité pour nous de premier plan, dans la mesure où l'option nationale, qui est issue de la présidence française, ne permet pas entièrement, à notre jugement, de répondre aux besoins de consolidation supplémentaire de l'union bancaire, qui est elle aussi, dans notre perspective, une priorité de premier plan. Alors, comme vous le savez, les débats au Parlement européen ont débuté depuis maintenant quelques mois, et ce qu'on perçoit des amendements semble réouvrir certains acquis du compromis. Pour nous, il est important de ne pas dévier par rapport à ce compromis. Une mise en œuvre stable et équilibrée de Bâle sera bénéfique pour tous, notamment en maintenant le level playing field au niveau international. Là, je pense plus particulièrement à la revue fondamentale du portefeuille de négociation. Il faut par ailleurs conserver le caractère transitoire et son caractère transitoire des mesures proposées pour les entreprises non notées et le risque immobilier dans le calcul de la output floor. Alors, ces mesures, elles ont l'avantage de donner du temps long pour s'ajuster, c'est important, mais il faut que cet ajustement ait lieu et que l'ensemble demeure transitoire. Alors, pour passer du côté des assurances, de la même façon, l'orientation générale sur la revue de la directive Solvabilité 2 est bien en ligne avec les positions défendues par la présidence française et celles que nous avons aidé à élaborer. Par exemple, le compromis prévoit un meilleur encadrement des activités transfrontières. C'est important dans un monde de l'assurance relativement intégré en Europe. Il y a un nouvel volet macroprudentiel qui est aussi, là encore, très important, sur lequel la France avait un temps d'avance, mais qui permet à l'Europe de rattraper en quelque sorte nos acquis.
Il y a des mesures ambitieuses en matière de finances durables. C'est un point aussi très très important. Et le tout en maintenant une neutralité globale sur les exigences de fonds propres et en introduisant une plus grande proportionnalité dans la mise en œuvre de la directive. Cet équilibre-là encore, sur ces différents aspects, doit être préservé. Or, au-delà de la résilience des acteurs financiers, au titre des entités et de la réglementation qui s'applique à elles directement, on a des aspects plus transversaux sur lesquels des avancées ont été aussi majeures et que je voudrais souligner ici. La présidence française a également joué un rôle majeur sur l'agenda digital, matérialisé par les règlements que vous connaissez, DORA sur la résilience opérationnelle, pour les risques cyber notamment, et MiCA, qui encadre les activités associées aux cryptoactifs. Sur MiCA, et donc le monde cryptoactif, le paysage est très mobile. Et nous devons vraiment rester attentifs au développement, notamment sur tout ce qui est decentralized finance, les défis, ou encore les stablecoins qui recouvrent vraiment une population très très hétérogène entre les stablecoins qui sont vraiment des purs tokens d'actifs classiques ou ceux qui sont algorithmiques et qui là sont vraiment plus proches des cryptoactifs de première génération. Donc là, une grande vigilance sur la mobilité réglementaire et notre capacité à rattraper l'innovation en la matière. Dans le règlement DORA, je voudrais souligner l'importance de l'exigence nouvelle pour les prestataires de services informatiques critiques d'une localisation d'une filiale dans l'Union européenne. Alors on a déjà, non pas des précédents, mais ça ressemble à ce que nous demandons, Banque de France, ACPR, pour les chambres de compensation, notamment au titre de la politique de localisation. Et cette mesure et cet esprit participent d'une stratégie européenne de souveraineté en matière de réglementation et de supervision. Ça vise à s'assurer et à garantir le respect des règles européennes, à faire en sorte qu'elles ne s'appliquent pas à un ensemble vide, notamment par arbitrage réglementaire, et à favoriser une plus grande maîtrise par les superviseurs de la nécessaire d'acteurs qui doivent faire l'objet d'une surveillance dans la mesure où ils font peser réellement des risques systémiques pour le système financier européen. Puis je voudrais mentionner, au-delà des aspects résilience financière, agenda digital, un dernier point sur le travail fondamental qui a été réalisé pour finaliser la directive sur le reporting extra-financier en matière de finances durables, CSRD. Ces exigences qu'elle exprime, qu'elle impose, sont vraiment dans l'intérêt de tous pour favoriser une plus grande transparence pour les investisseurs et les consommateurs. Et ces publications sont absolument indispensables pour les institutions financières que nous supervisons pour analyser leurs propres expositions aux risques climatiques. Le processus de normalisation de la réglementation, d'une réglementation, s'est engagé au niveau européen de façon très proactive et en fer de lance par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Et nous plaidons dans les enceintes internationales, notamment du côté du FSB, pour que ces exigences soient déployées et propagées au niveau international. Des chemins alternatifs sont ou ont été explorés. Ils semblent beaucoup plus compliqués à emprunter et beaucoup plus mouvants. Nous sommes donc persuadés que la normalisation et la réglementation est le bon chemin à suivre. À ce titre, les exigences du comité de Bâle pour les banques confortent cette dynamique d'obligation de transparence, puisqu'il va y avoir des définitions de standards au titre de ce qu'on appelle le pilier 3 en termes de disclosure pour les banques. Mais ces exigences, cette normalisation, cette réglementation, cette transparence doit s'accompagner aussi d'une forme d'interopérabilité au niveau international des différents reportings et des instruments de mesure. On a un besoin réel de coopération entre IFRS, standard international, avec l'ensemble des normalisateurs régionaux et nationaux, au premier rang desquels les normalisateurs européens qui sont indispensables, dont le dialogue est indispensable et particulièrement important pour nous.
Donc après ce panorama court, qui pointe vraiment sur les points d'attention les plus importants pour nous, et notamment au titre de l'opérationnalisation pour les prochaines années, je voudrais un peu insister sur le caractère souvent innovant de la gouvernance de ces différents textes, qui démontre aussi la capacité de l'Europe à évoluer avec son environnement, et qui démontre aussi, en dépit d'une gouvernance qui de temps en temps peut être lourde, une forme d'agilité que d'autres zones monétaires ou géographiques n'ont pas forcément. Donc c'est aussi un point à saluer dans notre construction européenne. Les normes techniques, les pratiques de supervision qui découleront de l'ensemble de cette réglementation vont évoluer, et ce sera un défi important pour nous avec les différentes autorités européennes, notamment l'EBA qui est aujourd'hui ici représenté, pour évoluer et transformer l'essai qui a été cet essai déjà réussi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans cette enceinte ou dans d'autres pour ensemble progresser et faire en sorte qu'à l'avenir, l'ensemble de ces dispositions soient vraiment les bons vecteurs de la résilience de notre système et secteur financier. Merci. Je vais sans plus attendre passer la parole à Pervenche et à l'ensemble de notre panel ici présent. Merci beaucoup. Cher Emmanuel Assouan, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Vous repartez bien sûr avec un message pour le gouverneur, pour le remercier de son soutien à la EFR et de son accueil ici. Vous avez déjà tracé un tableau presque complet, sauf marché, de cette activité de la présidence française de l'Union européenne. En tant qu'EFR, on a voulu, non pas juste au lendemain de cette présidence, mais en prenant un tout petit peu de temps, dans un moment où les choses vont si vite, avoir un regard avec les différents métiers des marchés financiers sur ce qu'on pouvait en dire. Au point de départ, certains s'étaient interrogés de savoir s'il fallait maintenir cette présidence française de l'Union européenne alors que des élections nationales importantes allaient avoir lieu en même temps. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que l'histoire a balayé cette préoccupation parce qu'un autre ordre du jour s'est imposé et qu'il a bousculé beaucoup de choses dans cette présidence, tout en lui permettant de continuer à tracer une voie qui avait été identifiée comme une voie importante dans la préparation de cette présidence. C'est un peu ce contexte global que je vais vous demander d'évoquer, de vérifier avec vous quelle perception que vous avez eue sur ce bilan, quel bilan peut faire cette présidence dans ce contexte global, avec à la fois des questions horizontales qui ont été traitées, je pense évidemment à MICA ou Dora, mais aussi à CSRD, et peut-être ESA, qui sont au fond des textes qui vous concernent tous en tant que métier, et puis après des textes qu'on prendra peut-être les uns après les autres qui concernent chacune de vos trois branches, puisque nous avons ici autour de la table, qui n'est pas ronde, les trois métiers représentés. Et puis je vous propose peut-être qu'on garde un deuxième temps, peut-être plus bref, parce que je sais comment se déroule une table ronde, pour essayer de pointer comment est-ce que vous voyez les perspectives sur la base de ce qui a été construit pour les mois à venir. Tout seigneur, tout honneur, au pilote de cette présidence, Sébastien Raspier, si vous voulez bien commencer, parce que j'ai besoin de rappeler que vous êtes chef du service du financement de l'économie à la Direction Générale du Trésor, et vous avez été vraiment une des chevilles ouvrières de cette présidence. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qui a été fait, peut-être y compris avec ces deux approches que vous avez proposé d'intégrer à votre raisonnement. Merci. Vous avez 5-6 minutes. Oui, merci beaucoup Pervenche et merci pour l'invitation à participer. Je pense que c'est très important ce que vous avez rappelé. Une présidence, le premier point, c'est que c'est un moment où on est au service de l'Union européenne
on représente la position des 26 autres. C'est le moment où, contrairement à ce que certains peuvent penser, ça n'est certainement pas le moment où on décide pour les 26 autres, c'est le moment où les 26 autres, nous en sommes à la synthèse, et où on s'efforce de produire des compromis qui demeurent fidèles aux objectifs, demeurent fidèles à un certain fil conducteur politique. Ça, c'est un privilège de la présidence, mais au niveau technique, c'est un travail de fourmi, lire les contributions des 26 pays, et quand vous avez des textes aussi succincts que CRR, CRD, Solvabilité 2, NIF, etc., divisé par 26, ça fait beaucoup de travail. Pour une équipe qui, c'est un peu étoffé, mais pas beaucoup. Donc, pour nous, personnel, le fait que c'était pendant une phase de campagne électorale nationale n'était pas une mauvaise chose. C'était d'avoir triple ration de travail. Ensuite, il y avait une dimension politique en matière de services financiers que nous avons porté, ce qui est assez rare. Et cette dimension, c'était la déclinaison en matière financière du concept d'autonomie stratégique. Nous avons réalisé des conclusions du Conseil qui nécessitent l'unanimité, parfois des formulations un petit peu longues, certains paragraphes pour exprimer une idée simple, mais donc l'idée de se dire que par rapport à tous les défis de l'Europe, par rapport à toutes ces ambitions politiques, on pense notamment au Green Deal, la Commission traduit ça par des besoins d'investissement supplémentaires, présents, cumul, le vert, transition écologique, transition numérique, etc. Et 400 milliards par an d'investissement supplémentaires. Si on essaye de boucler le raisonnement, c'est de se dire, ce sont des objectifs politiques, il faut les atteindre, ça signifie tant d'investissement supplémentaire, il faut de l'argent. Ça veut dire que c'est par les finances publiques. C'est des débats qui sont tout de suite assez compliqués et avec des marges de manœuvre hétérogènes entre pays de l'Union européenne et par ailleurs assez limitées. Et puis, on peut se dire, tiens, mais l'Union européenne est aussi le premier gisement d'épargne dans le monde. Il faut s'en féliciter. Donc, ce serait bien qu'on fasse en français le matching entre cette ressource et les besoins. Quand on regarde, on pense constater qu'on en est loin. Plein d'excellentes raisons, plein d'excellentes raisons, et dans ce cadre-là aussi une dimension de la réglementation qui n'a sans doute pas souvent pris en compte cet impératif. Et c'est là où il y a une dimension politique qui a été traduite à l'Ecofin informel. L'Ecofin informel a eu lieu le lendemain de l'invasion russe en Ukraine. On avait prévu 6 séances, il n'y en a eu que 2, évidemment, on a pu revoir le format de l'Ecofin informel, il n'y en avait que 2, une sur les court terme de l'invasion russe en Ukraine, et la deuxième sur ces besoins de financement pour satisfaire, espérer, atteindre les objectifs que l'Union européenne se fixe. Je le mentionne, ce n'était vraiment pas si évident. C'est pour dire que politiquement, il y a vraiment ce truc. Ça a été traduit aussi, relativement courte, mais qui est présente dans la déclaration de Versailles, sommet exceptionnel des chefs d'État de fin mars. Ça, c'est la dimension politique. Évidemment qu'il y a eu un soutien. Après, au niveau technique, c'était notre travail, au-delà du commentaire des 26 États membres, sur tous ces textes, d'essayer d'en faire toujours un fil conducteur. Et donc, dans ces différents textes, c'est quand même la capacité de mobilisation de financement par les acteurs présents en Europe. Ça passe par la capacité de financement bancaire. Et Emmanuel a souvent signalé la transposition de Bâle et notamment l'emphase sur le risque de marché. S'il y a bien quelque chose qui justifie une réglementation mondiale avec une concurrence équitable, c'est ça. Nous avons toujours un acte délégué et nous nous battrons pour qu'il demeure, afin que, en fonction de ce front et d'autres juridictions qui arriveraient un peu plus tard que nous, on puisse ajuster.
solvabilité 2. Évidemment, on n'arrête pas de parler de défis de long terme, qui commencent dès à présent. On dit qu'on a des acteurs de long terme, les fonds de pension, d'autres juridictions. Il y a des assureurs qui ont voilà, une vocation plutôt d'épargne de long terme. Il faut simplement être prudent, et on a un cadre qui est très satisfaisant en la matière, solvabilité 2, permettre de libérer des capacités d'investissement utiles, productives. Alors, on peut toujours investir dans la dette souveraine, il y en a besoin, mais pas toujours une terre utile ou productive, c'est pas non plus le meilleur rendement. En quelques mois pour épargner. Et puis il y a les marchés. Les marchés, ça c'est une galaxie. Où il est très difficile d'articuler entre la vision politique et les discussions techniques. Mais où, j'espère, la Commission, dans cette proposition de texte, et puis nous, avec les trojkas, j'espère le Parlement européen, nous efforçons de rendre ça plus tangible, avec, et ça a été mentionné, et on a beaucoup poussé, ça n'intéressait pas grand monde, alors même que ça a un potentiel, franchement, d'incarner davantage le fait qu'il y ait des marchés européens. L'information, aussi, CSRD, notamment une information essentielle, qui aura vocation, c'est ma conviction profonde, à intégrer les évaluations d'entreprise à terme, et puis les sujets transversaux, finance digitale. C'est là où c'est pas toujours évident d'articuler le politique et le technique, parce qu'on revient vite dans une discussion technique sur la discussion de la virgule et du point qui permet de satisfaire des positions plus individuelles de la part des États membres. Nous sommes efforcés de rappeler à chaque fois, je conclurai là-dessus, sur le fait qu'avant de discuter de ça, il était important de permettre, par cette réglementation, par ces revues, davantage de mobilisation de capital au niveau européen. Non pas pour le plaisir de la finance pour la finance, mais pour la nécessité d'avoir une capacité d'atteindre les objectifs qu'on se fixe au niveau politique. Et donc notre rôle a toujours été de rappeler ça, y compris pour les négociations les plus techniques, sur les sujets les plus mineurs qui pouvaient quand même déclencher certaines passions. Dans la salle, j'imagine que beaucoup ont participé à ces passions que nous sommes efforcés de dépassionner avec un résultat positif. Merci beaucoup de ce bilan et de cet accent mis sur la passerelle organisée entre une vision politique et le déplacement de la virgule dans le texte avec ou sans passion, mais souvent avec beaucoup de passion qui peut être destructrice ou créatrice. Merci aussi de ce panorama général. On va revenir ensuite sur beaucoup de ces textes. Et on va commencer par les marchés. Donc, Virginie, merci de peut-être revenir à la fois sur cette vision globale, en quoi est-ce que, je sais pas, changement de paradigme sur la question du prix de l'énergie, éventuellement avait déjà un impact sur la négociation de tel ou tel texte. Comment est-ce que tout ça s'articule avec les chantiers de la LF? Comment est-ce que vous avez évalué cette méthode de travail de la présidence française de l'Union? Est-ce que vous avez trouvé ça, le dialogue avec le Trésor utile? Comment est-ce que ça a fonctionné? Et je ne résiste pas quand même à vous poser une petite question sur un texte en particulier, parce que je sais qu'il y a un peu de bruit à Paris ou ailleurs, qui est à propos de MIFID. Notamment nous dire peut-être un mot de comment est-ce que vous pensez que la présidence française a abordé la question de la consolidabilité et le débat ici et là. Merci pour toute cette question. Sébastien est très modeste. La présidence française, pour nous, à l'AMF, ça a quand même été 8 textes, ce qui est énorme dans le panorama européen, qui avaient un intérêt stratégique très fort pour l'AMF, qui ont été en négociation simultanée. Et sur ces 8, j'en ai 2 qui sont achevés sous présidence française, et pas des petits, CSRD et MICA, et j'en ai 4 pour lesquels on est allé jusqu'à l'approche générale du Conseil. Pardon pour les acronymes, je vais vite, IFM, LTIF, Green Bond et ESAP.
c'est considérable. On a peut-être eu de la chance finalement d'être au milieu de la mandature européenne, ce qui a permis d'être un bon moment par rapport à cet agenda énorme qui était sur le coude, mais on l'a quand même drôlement accéléré. Et je sais, pour avoir des échos de mes collègues, qui n'en revenaient pas de l'avancement aussi rapide. Je peux dire, Sébastien, il a manié tout l'écosystème européen à la trique pour faire avancer tout ça. Ça a été exceptionnel comme résultat. Nous, en AMF, on y a aussi contribué, parce qu'il n'a pas eu de renfort, mais à la marge, il a su avoir et utiliser intelligemment des renforts qui venaient de différentes autorités, notamment l'AMF. Je crois aussi que ça a été très intéressant pour les équipes de l'AMF d'être associées directement, sous son leadership, à un certain nombre de travaux. Ça nous a d'ailleurs mis parfois un petit peu dans une situation délicate, puisque, comme vous le savez, l'AMF est une autorité indépendante, et comme on était associé avec les équipes du Trésor à la présidence, en même temps, on ne pouvait pas s'exprimer publiquement, ouvertement, puisqu'on était directement associé, il y avait une réserve à respecter. On a à peu près joué le jeu, mais de temps en temps, le président de l'AMF a eu quand même des tentations auxquelles il n'a pas toujours pu résister. C'est quand même normal de la part d'un président d'autorité indépendante. Par rapport au contenu, c'est très difficile parce que le terme galaxie en matière financière est très approprié. On voit bien le contexte général de la CNU, mais qui reste très diffus et très protéiforme. En tout cas, moi, j'ai vu sur la finance durable, on était très supportif, très à la manœuvre. Et je crois en plus qu'on a eu un peu peur tous qu'avec la guerre en Ukraine, cette priorité vienne en dessous. Ça n'a pas été le cas. Et donc on a quand même obtenu, en particulier sur CSRD, qui est vraiment un texte absolument fondateur, un résultat qui est impressionnant. Avec ce trilogue, on a eu peur, mais qui a réussi à se conclure. Maintenant, on a les standards EFRA qui viennent derrière. Il y a tous les travaux sur le scope de CSRD. C'est quand même vraiment un texte fondateur dont l'absence était problématique parce que, comme vous le savez, moi j'ai plein de textes en gestion d'actifs sur la finance durable, j'ai la taxonomie qui avance. Si les disclosures émetteurs n'avancent pas, on a un ensemble qui est totalement incohérent. C'était une partie extrêmement essentielle qui a bien avancé. En matière de finance durable, j'ai aussi les green bonds qui ont aussi évidemment avancé, je l'ai mentionné. On a eu également peut-être sur MICA en termes politiques un peu d'accélérateur parce que pour nous c'est un sujet aussi qui est très important et puis avec ce qui s'est passé sur le marché des cryptos au premier semestre, je pense que on voit l'éclatement de certaines bulles sur certains cryptos. Donc je crois en France on a, comme vous le savez, avec la loi Pacte, un certain nombre de statuts d'enregistrement ou d'agrément de prestataires. Il était intéressant et important qu'on voit arriver vite un relais et c'est ce que MICA a permis. Il y a aussi d'autres choses dans MICA, comme les stablecoins, où le sujet est aussi tout à fait d'actualité et énorme. Je continue très rapidement et je réponds à Pervenche sur MIFIR. Alors MIFIR, oui, ça aussi, mais alors là on rentre dans les révisions de texte, et là aussi on avait des ambitions, il y a un texte, comment dire ça, important qui arrivait. Bon, évidemment, au total, on n'y est pas arrivé. J'avoue que j'ai été surpris par le déchaînement des passions européennes autour de la quantitative d'une part et du PFOF, du Payment for Order Flow, d'autre part. Je ne m'attendais pas à ce que ces deux sujets, en dépit des énormes travails des équipes dans le cadre de cette présidence, soient aussi structurellement bloquants. Mais en échange, on a avancé sur pas mal d'autres choses. Par exemple, ce qu'on appelle, je pense que les spécialistes connaissent, les Share Trading Obligations, les Derivative Trading Obligations, les Transparency Equity, les waivers en pré-equity pour les bourses, tout ça a bien avancé. Bon, ce qui reste problématique, et c'est un peu lié à la CTP, c'est la transparence pré-trade. La CTP à l'AMF, pour ce qui est de la CTP obligataire, on a toujours été favorable, mais c'est relativement facile et relativement moyennement impactant, si je peux dire ça. Par contre, la CTP Equity, c'est quelque chose qu'on pousse, qu'on pense est un building block manquant. Il existe aux États-Unis, il n'existe pas en Europe. On l'a poussé. Et évidemment, les discussions sont toujours en cours avec la présidente tchèque, mais l'esquisse de compromis que la France avait poussé, peut-être qu'il va revenir dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour répondre à la question de Pervenche sur ce sujet.
Bon, enfin, on a eu aussi des textes de gestion là-dessus qui sont quand même extrêmement importants aussi. Je pense à IFM et à Altif. En IFM, on a des sujets structurants qui ont avancé. Je pense aux conditions de la délégation, qui était très important et qui était en discussion, et puis les conditions de gestion de la liquidité. Alors là, je suis obligé de dire, les compromis sont respectables. Maintenant, en tant qu'AMF, c'est pas ma version idéale du texte, mais Sébastien m'a expliqué que de temps en temps, il faut faire des compromis au niveau européen, mais je reconnais qu'en matière de délégation, j'attendais mieux, et qu'en matière de liquidité, là aussi, quand il n'y a pas de grosse crise, ma tendance naturelle est d'obtenir des compromis que je trouve insuffisants pour gérer éventuellement, le moment venu, une grande crise de liquidité. Enfin, il y a effectivement, vous avez mentionné des textes structurants, un dernier texte structurant, CISAP, qui a quand même aussi très bien avancé. Bravo encore une fois à Sébastien et à tous les collègues qui ont travaillé là-dessus. Sébastien, ça va? Merci Benoît, mais j'attends les autres. Non, maintenant on va passer du côté de l'assurance et je remercie beaucoup Nicolas Jean-Marc, Head of Non-Life, Life and Macroeconomic à Insurance Europe, d'être parmi nous. Je ne sais pas si on a besoin de représenter Insurance Europe, je ne crois pas, mais ça permet d'avoir vraiment la perspective du professionnel dans une vision européenne. Et vous aviez quand même quelques textes importants à l'agenda, si j'ose dire, pour parler un tout petit peu bruxellois, à la fois de textes horizontaux dont on a déjà parlé qui vous intéressent, que ce soit DORA ou ESAP, mais évidemment vous avez, ou Green Bond, mais évidemment vous avez votre gros texte qui est Solvabilité 2. Dites-nous un mot, mais en vous passant la parole, je vais me faire l'écho d'un petit argument que j'entends ici ou là, peut-être un peu ici, ça veut dire, quand je dis ici, c'est Paris, hein, que comme les Britanniques vont réouvrir ce sujet en même temps, je sens une espèce de course à l'échalote entre les deux, négociateurs ou législateurs, pour savoir celui qui dira donner le plus de facilité de financement à son économie. Je me fais bien comprendre? Vous avez la parole. Merci. Franchement, merci beaucoup pour l'invitation et aussi pour la participation à un débat sur l'évaluation d'une présidence, un exercice assez inhabituel pour une association européenne. Et je voulais juste commencer par un message d'humilité, puisqu'évidemment nous on est assez loin de là où les discussions ont lieu et on est très loin de la rédaction des textes et autres. Donc, par contre, on a évidemment une opinion sur ce qui a pu être adopté. Et effectivement, en résumé, je peux déjà mentionner que la liste des textes où il y a eu des avancées importantes est longue et on apprécie certainement également le fait qu'on a réussi à maintenir le momentum, pour de nouveau utiliser peut-être du parler bruxellois, sur les questions de sustainability, finances durables qui sont importantes évidemment et qui sont complexes, puisque il y a un entrelac de textes pour lesquels il faut garder une cohérence, donc je vais en dire un mot. Donc s'agissant de Solvabilité 2, moi je ne vois pas ça comme une course à la réduction des exigences de fonds propres pour favoriser le financement durable. Par contre, c'est vrai que si on doit donner une évaluation, nous on pense quand même qu'il y a pour l'instant une opportunité manquée de libérer des capacités de financement, notamment pour les projets de long terme, tout en favorisant les produits d'investissement à long terme avec garantie. Donc on pense que la position du Conseil est une avancée par rapport à la proposition de la Commission, mais à notre sens ça ne va pas assez loin et il faudrait vraiment pouvoir utiliser les discussions de trilogue pour avoir des améliorations en matière de calibration, en matière de niveau du capital prudentiel, pour vraiment permettre de libérer cette capacité d'investissement utile, comme ça a été mentionné, ce qui est, à notre sens, pas le cas suffisamment avec la position du Conseil en l'état. Il y a évidemment la question compétitive qui se traduit par des notions d'exigence de fonds propres, mais aussi
d'autres types d'exigences peut-être plus bureaucratiques ou de reporting board. Donc il y a aussi une importance de maintenir le principe de proportionnalité et d'avoir des exigences nouvelles éventuelles qui soient proportionnées aux problèmes qu'on essaie de résoudre. Donc je crois que la question compétitive est importante, même si évidemment l'élément prudentiel est central également. En matière de textes horizontaux dans le domaine de la finance durable, je pense que je peux me faire l'écho de beaucoup des commentaires qui ont été faits précédemment, puisqu'on est positif, voire très positif sur les avancées qui ont été faites dans les différents textes qui ont été mentionnés et qu'on considère également comme important pour permettre justement de nouveau de libérer de la capacité d'investissement. Donc le standard en matière de green bond, là on pense vraiment que la position du Conseil est une très bonne base de discussion et qu'il y a des avancées importantes qui ont été faites par rapport à la proposition de départ de la Commission. On est tout à fait d'accord avec le fait que ESAP est une avancée qui a beaucoup de potentiel pour l'avenir, et le fait qu'on ait ce point central d'accès aux données standardisé, lisible par les machines, etc., a vraiment du potentiel pour la suite. Même chose pour CSRD. Il y avait une crainte, disons à un moment donné, que l'objectif était de toute façon au départ louable d'avoir des exigences de reporting, mais évidemment il y a aussi l'importance que ce soit proportionné et que ça applique de la bonne façon aux différents émetteurs notamment. Et il y a des avancées importantes qui ont été faites par le Conseil, et notamment aussi le fait de pouvoir implémenter par phase et de pouvoir commencer dès maintenant le travail sur la définition des données par EFRAG notamment. Ça c'est quelque chose qui nous semble important. Il y a un point qui nous pose encore un petit peu problème, c'est la définition de PME telle qu'elle s'applique au secteur de l'assurance, qui pour nous n'est pas assez spécifique au secteur de l'assurance, quelque chose sur lequel on voudrait encore travailler. Je dirais que de façon plus générale, la question de la taxonomie, qui est un peu centrale à toutes ces questions, est importante et bien sûr va dans le bon sens. Il reste quand même il reste des questions importantes en matière de la façon dont tout ça va se mettre en place. Si je prends l'exemple du secteur de l'assurance, le secteur de l'assurance est considéré comme faisant partie, étant partie prenante des objectifs d'adaptation. Donc le secteur de l'assurance non-vie est dans le champ d'application de l'objectif d'adaptation au changement climatique, et il y a donc des screening criteria que les entités d'assurance non-vie doivent respecter pour pouvoir être considérées comme contribuant à l'objectif d'adaptation, qui sont maintenant qui sont textes de loi, mais pour lesquels il y a beaucoup de questions en matière de comment les interpréter. Donc on attend un texte de la commission Q&A premier mois de décembre pour essayer de donner un peu de clarté sur la façon dont ces textes doivent être interprétés. Donc c'est juste pour dire que sur ces questions qui sont quand même assez complexes, il y a évidemment des intentions, et puis il y aura l'importance de faire en sorte que les textes puissent être appliqués par les entités et d'une façon la plus coordonnée possible à travers l'Europe. Et je vais peut-être finir sur un mot sur DORA, pour dire que là aussi c'est un texte qui nous semble important. Les assureurs sont dans le champ d'application de DORA. Ça va permettre d'augmenter à travers l'Europe les normes en matière de résilience cyber pour les entités des assurances, et le texte tel qu'il a été adopté nous semble une grande amélioration par rapport au texte de la Commission, et un bon texte. Alors il y aura évidemment la nécessité de suivre ce qui va se faire au niveau 2 et de s'assurer qu'il y a le plus de cohérence possible entre les différents textes, donc DORA et d'autres textes comme NIS2, mais a priori ça en prend le chemin, et donc c'est aussi très positif pour le développement. Merci pour cet éclairage à la fois assurantiel et européen, donc l'ensemble de la profession. On va passer à la troisième branche, donc la branche banque. Et je vais commencer par donner la parole à Francesco Moro. Merci d'être là. Vous êtes chef d'unité des politiques de supervision et de résolution à l'autorité bancaire européenne.
Alors je sais que votre grand sujet du moment, c'est Val 3, et que, bon, vous vous en doutez, je ne sais pas combien de membres de l'audience sont partie prenante à cette discussion. C'est une discussion qu'à l'AEFR, j'ai refusé qu'on réouvre, pensant que le mandat qui avait été conclu par le gouverneur devait être respecté. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ce mandat conclu au niveau international. J'ai en tête ce qu'a dit Jean Lemierre à la dernière conférence de Rofi, lorsqu'il a dit maintenant il est temps de conclure, il faut appliquer, mettre en œuvre et passer à la suite. Dans cette discussion, la passion ne s'est pas portée uniquement sur la virgule, mais aussi sur la politique. Comment est-ce qu'à l'EBA vous vous êtes emparé de ce sujet et que votre évaluation sur ce thème, mais aussi de manière plus globale, sur la performance de la présidence française de l'Union européenne. Merci Mme Berès, merci pour l'invitation tout d'abord. Et oui, effectivement, c'était important ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on tient beaucoup à l'application de BAL 3. On avait estimé que c'était quelque sorte un automatisme après l'accord qui avait été achevé sur ces aspects principaux. On craignait que les crises, tout d'abord la crise du Covid, mais aussi la plus récente, aurait pu en quelque sorte changer la donne ou faire croire que le besoin n'était plus vraiment là. Pourquoi je dis cela? Parce que la crise du Covid a été une crise exceptionnelle, qui a aussi déclenché des réactions exceptionnelles. Maintenant, il se trouve que ces réactions exceptionnelles où aussi les autorités de supervision ont beaucoup à faire, et l'EBA aussi bien en tant que coordinateur, les autres superviseurs, mais aussi en tant qu'acteur. Bon, ces actions ont abouti finalement. Et effectivement, la crise est passée, bien, le système est passé à travers la crise en montrant une résilience importante, c'est que bien sûr on est tous contents. Parmi les mesures phares, disons, des autorités, certaines autorités de supervision, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser les BAFER, d'utiliser le TTG, bon, toutes ces mesures finalement n'ont pas vraiment été utilisées. Nous, on est encore en train d'étudier un peu ce qui s'est passé, le monitorage est encore là. Donc on craignait effectivement que cette situation puisse céder la place à une certaine complaisance. Bon, le système marche comme ça. Et bon, ce n'est pas notre opinion, dans le sens que, bien sûr, BAL 3 amène beaucoup d'améliorations, une sensibilité au risque beaucoup plus important, résout pas mal de problèmes, notamment dans les modèles internes. Donc, il fallait continuer avec un bon soutien, un bon rythme, ce que la présidence a fait, donc on est content pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé après avec la crise ukrainienne? Au début, on pensait que c'était une crise relativement limitée, c'était une crise liée aux expositions directes, somme toute assez négligeable vers la Russie, ou bien un point d'attention aurait pu être le compliance risk par rapport aux sanctions. Mais finalement, on se rend compte, par contre, s'est rendu compte plus récemment que la crise aurait pu avoir des effets plus durables, même si c'est vrai que les banques, les systèmes bancaires, finalement, encore, et on espère que puisse durer, bien sûr, présentent des ratios de fonds propres très robustes, aussi bien que les coussins de liquidité, mais on sait aussi qu'il y a des risques qui se dessinent à l'horizon. On sait bien que certains secteurs peuvent être très touchés. On s'inquiète, on commence à s'inquiéter du possible impact sur
sur le residential real estate, sur le consumer lending, sur le risque de funding. Donc, tous ces aspects, bien sûr, renforcent le soutien à la réforme qui nous amène vers un cadre réglementaire plus efficace. Et donc, nous, on est content que ça, on est très content que ça puisse avoir progressé pendant la présidence française. Je voudrais aussi signaler qu'on a beaucoup apprécié aussi les résultats du côté de la stratégie digitale, donc MICA et DORA. Pas seulement parce que dans certains cas, par exemple DORA, ça reprend beaucoup de près aussi le travail que l'autorité bancaire européenne avait fait sur les guidelines sur outsourcing. Ça avait été un travail très important, avec des débats très importants aussi avec l'industrie, avec les fournisseurs des services d'outsourcing, les ICT. Et donc, c'était pour nous aussi une satisfaction de voir beaucoup de ces provisions rentrer dans le dessin de MICA, de DORA, pardon, qui sûrement va nous amener à un système de gestion des risques beaucoup plus efficace de ce type de risques, un système moderne pour tester de façon harmonisée, avoir les résultats de la résistance de ces systèmes au scénario de crise. Et aussi, autant important, il crée un système d'oversight où l'autorité bancaire européenne est protagoniste à côté des autres autorités de supervision européenne pour la supervision des fournisseurs d'importance critique. Et la même chose on peut dire pour MICA. Là aussi, l'expansion du Single Rule Book a été très importante et nous on le soutient fortement. Et là aussi, on prend nos responsabilités en tant qu'EBA dans la supervision de certaines entités qui ont été identifiées dans cette législation. Donc, absolument satisfait, on est en train déjà de travailler beaucoup à tout ce qui va suivre, beaucoup de mandats, et pas seulement ça, comme on disait avant, la mise en place des systèmes de supervision, que pour nous c'est une nouveauté en fait. C'est vrai que l'ESMA les connaît déjà, pour nous c'est une nouveauté, donc on regarde à ces défis avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie de nous mettre. Mais je voulais finalement aussi signaler une absence, très rapidement, que c'est l'absence de progrès, moi jusqu'à maintenant, sur le crisis management and deposit insurance, qu'on avait voulu avoir. En tant qu'EBA, on avait aussi beaucoup contribué sur un call for advice. Bien sûr, ce n'est pas une responsabilité de la présidence française, on sait bien que les enjeux sont importants, les accords sont très difficiles dans ce domaine, mais on a soutenu à plusieurs reprises l'importance de la création d'un indice pour compléter la banking union et aller dans le sens d'une intégration vraie des marchés, ce qui maintenant, comme vous savez bien, c'est quelque chose d'encore difficile ou avec beaucoup de problèmes, effectivement. On espère qu'au moins les éléments qui ont été dans l'accord de l'Eurogroupe en juin puissent être mis en œuvre rapidement par la Commission et qui effectivement on puisse rencontrer un support par rapport à cette initiative qui n'est pas, disons, ne portera pas dans le monde idéal, mais au moins sera quelque chose pour renforcer le framework existant. Merci. Vous finissez presque avec une note twist. Merci. On va donner la parole à l'industrie et je
demande à Étienne Barrel, directeur général délégué de la Fédération bancaire française, son point de vue, en lui demandant peut-être, y compris, de rebondir sur le dernier point que vient d'évoquer Francesco Mauro, parce que, en tant que fédération bancaire, il n'était pas forcément directement invité à la table d'écriture du programme de la présidence française. Enfin, j'imagine que vous avez dû faire passer des petits papiers pour dire ce dont vous aviez envie. Et est-ce que sur cette question du Price Management, c'était une priorité pour vous? Comment ça s'articule avec les autres chantiers que cette présidence française a pu aborder? Et puis peut-être pour vous aussi cette question transversale de CSRD, qu'est-ce que ça représente? Quel enjeu ça, selon vous, ça signifie pour demain, pour l'ensemble de votre métier bancaire? Merci beaucoup. Comme on a fini par une note d'optimisme, j'ai commencé par une note d'optimisme, donc je ne vais pas commencer par CNTI. Je voudrais dire que la plus grande note d'optimisme, c'est le fait que cette présidence française a permis d'ancrer l'idée de souveraineté européenne comme n'étant plus un gros mot. Et ça, c'est extrêmement important parce que notre conviction en tant que banque, c'est que l'économie européenne, pour être très forte, a besoin d'un système bancaire européen fort, et qu'un système bancaire européen fort, c'est un système bancaire qui a cette notion de souveraineté dans le jeu international dans lequel il se trouve. Et pour ça, je crois que plusieurs exemples ont été pris, que ce soit par Emmanuel Asson ou Sébastien qui a rebondi dessus. Les activités de marché en sont un très bon exemple. Le fait que la fondamentale revue des trading books, pardon, je ne connaissais pas l'acronyme français que je découvre, bravo, donc les portefeuilles de négociation puissent être ajustés par acte délégué, et paraît à la fois une petite chose symbolique, mais sur le fond, c'est en fait extrêmement important parce que cela montre que l'Europe sort d'une certaine naïveté que de dire mais si on fait bien les choses, les autres vont faire bien après. L'histoire a montré que ce n'est pas exactement le cas. Donc cette agilité montre que l'Europe a compris que la souveraineté était importante. Alors ensuite, est-ce qu'on va jusqu'au bout du geste? Là, j'en suis pas complètement sûr, et je prendrai quelques exemples. D'abord, sur ces activités de marché, il reste encore beaucoup de choses où on est décalé par rapport à d'autres juridictions, notamment américaines, où là, l'égalité n'est pas là, et même dans la transposition finale du Bâle, les accords que l'on a pour l'instant, que ce soit au niveau du Conseil ou ce qui est discuté au niveau du Parlement, ne sont pas encore avec une stricte égalité. Et là, c'est important qu'on progresse encore là-dessus. Deuxième point, je voudrais prendre quelque chose qui n'a pas été évoqué, qui est un peu à l'autre spectre par rapport aux activités de marché, c'est la directive crédit à la consommation, sur laquelle il y a eu une approche générale et qui était tout à fait intéressante, qui est de dire, bon, on va vérifier que de manière harmonisée en Europe, il y a la bonne protection du consommateur et un certain nombre d'obligations supplémentaires. Ces obligations ne s'étendent pas à des gens comme Amazon Pay, Google Pay, qui pourtant ont l'air de faire du paiement fractionné, qui ont l'air d'être pas loin de crédit à la consommation. Et c'est là où je trouve qu'on ne va pas forcément jusqu'au bout du geste. Et DORA, on a milité par exemple pour qu'il y ait des clauses standards qui s'appliquent à tous les providers de cloud, que ce soit Google, Amazon, Microsoft, que l'Europe puisse leur imposer des clauses standards, ce qui n'a pas été retenu, et donc ça revient à la négociation, et on sait que parfois elle est un peu déséquilibrée. Donc c'est là où je pense qu'il y a eu un gros pas en avant fait dans la souveraineté. C'est très important qu'on continue sur ce chemin. La deuxième chose, peut-être que je peux dire, mais là aussi, en faisant très attention de rester à ma place, j'applique le cadre tel qu'il est, c'est que en matière de finances durables, CSRD est un immense progrès, et là aussi, avec cette idée qu'elle s'applique même au-delà de la pure sphère européenne, le fait que les filiales non européennes soient aussi soumises au-delà d'un certain seuil, à 150 millions de chiffres d'affaires, est très important pour qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures, sachant que pour
continuer, les standards vont être essentiels. On a cité les FAB, on a cité l'ISSD. Nous, en tant qu'industrie, on a besoin d'avoir quelque chose qui soit cohérent. Si on a 2 sets de reporting, c'est compliqué. Pour nos clients, ça va être encore plus compliqué. Et il est par conséquent essentiel qu'il n'y ait pas un standard européen dont on sait qu'il sera plus large, plus exigeant que le standard de l'ISSD, qui au moins sur l'endroit où ça se rencontre puisse être le même. Parce que sans ça, je pense que là on sort de cette idée d'avance européenne et ça va être au contraire un handicap européen qui va desservir notre économie. Peut-être pour finir et parler des sujets qui sont non achevés pour certains très malheureusement et pour d'autres vu la voie qu'ils prennent plutôt heureusement, je vais parler de 2 sujets, c'est l'union des marchés de capitaux et l'union bancaire. L'union des marchés de capitaux, Benoît en a parlé, il y a un certain nombre de dispositions qui permettent d'avancer, mais qui ne semblent pas complètement à la hauteur de l'ambition. Et pour nous, je pense qu'un progrès essentiel serait de faciliter la titrisation. Alors je sais que quand on parle à un député européen de titrisation, il faut sortir la gousse d'ail ou le crucifix selon le côté où on est. Mais c'est un grand tort. La titrisation n'est pas un gros mot et elle reste un gros mot. Et ça, c'est absolument un handicap considérable quand on voit les besoins qui étaient cités par Célestin, à peu près 400 milliards par an, 450 milliards entre toutes les transitions à financer. On n'y arrivera pas qu'avec les bilans bancaires. Et donc, il est indispensable que la titrisation progresse. La deuxième chose qui ne semble pas aller dans la bonne direction, c'est l'union bancaire. Aujourd'hui, tout le débat est qu'est-ce qui pourrait bien payer pour les autres. Et, nous, on voit assez bien que quand on regarde le flux, par exemple, les banques françaises ont contribué de manière assez significative, 5%, alors qu'au départ on parlait de 25%. En vrai euro, c'est à peu près 3,5 à 4 milliards d'euros par an non déductibles de votre IS qui sont payés par les banques françaises. Donc, tout ça, c'est de l'argent qui est stérilisé. Dire que si on constitue d'autres sources de cotisation, d'autres utilisations de cet argent, ça va faire de l'union bancaire, et je n'entre pas dans l'architecture qui est complexe. Mais on ne commence pas par dire un vrai marché unique, c'est celui où il y a une liberté de circulation des capitaux, de la liquidité, donc des waivers et par des. Voilà, on ne prend pas le truc par le côté. Donc voilà, c'est des petites choses où là, la présidence française n'est pas arrivée jusqu'au bout du geste. Non, mais et là, il n'y a même pas un constat. Pour moi, c'est purement un constat, et je trouve que c'est, en l'occurrence, de la manière dont c'est engagé, plutôt une bonne chose pour qu'on ne retourne pas la manière dont c'est pris. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à notre objectif, que je reviens, une Europe forte, financée par des banques fortes, et sur laquelle, pour conclure de manière très optimiste, je trouve que la présidence française a fait un travail que je ne me permets pas de juger, mais qui, de l'avis que je ne contredirai pas, très exceptionnel. Merci beaucoup, merci à tous. Nous sommes dans la situation que je craignais, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de faire un deuxième tour d'étape complet, ou alors on ne pas prendre de questions du public. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre 3-4 questions du public, comme ça vous donnera l'occasion de reprendre la parole en réponse. Alors, Alain Pacas, est-ce que vous voulez commencer par la première question? Je vous ai senti. Et puis ensuite, on prendra 3-4 questions. Donc préparez, levez vos mains et on vous apportera un micro. Moi, ce qui m'a toujours frappé, Ferrand, c'est... Ah, pardon, Emmanuel. On est à la Banque de France, on est bien équipés. Merci, Emmanuel. Alain, merci. Mais peut-être appuyer sur le bouton. Ah.
Ah, formidable, Emmanuel, merci. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que finalement, les réglementations, elles se mettent en place avant les crises, avec des délais relativement longs, et les études d'impact sont souvent faites tardivement, et le côté prospectif pas très efficace. Alors, j'ai l'impression qu'on rentre dans une période assez intéressante, où la fin du quantitative easing, la hausse des taux d'intérêt, la récession en Europe et les besoins absolument colossaux de liquidité de toutes les utilities, des électriciens, etc., qui font face à des appels de marge des CCPE, fait qu'on va enfin voir l'effet bientôt de Bâle 3 sur les bilans bancaires. Dans 2 ans. À un moment où, par ailleurs, comme le rappelait Étienne, l'Union des marchés de capitaux a avancé très très mollement depuis 6 ou 7 ans, et où l'union bancaire, comme le disait Étienne, n'est pas du tout terminée, et où en fait le marché reste, un peu comme l'Europe monétaire, complètement fragmenté. Avec du cash trapped à peu près dans tous les pays. Dès qu'on est propriétaire d'une banque, on est sûr qu'on ne peut pas rapatrier le cash. Alors, moi j'aimerais l'opinion de Francesco Moro, là, qui est l'homme de l'art en la matière, c'est est-ce que ça amène le BA ou la BCE d'ailleurs, c'est que le Trésor et sera à manœuvre, à se poser la question de demain, si on fait ce que les régulateurs demandent aux banques, un stress case, c'est quoi le stress case de l'Europe dans cette situation-là, vu par les autorités bancaires et de supervision? On va prendre d'autres questions. Non, mais parce que sinon, il n'y aura pas d'autres questions. Alors, moi, il n'y a pas de... Je raccroche, mais bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Mais on a bien compris la question et à qui elle était adressée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne laissez pas intimider par la main. Non, personne. IFM, LKIF, les arts, le matérialité, on a 2, Crédit Conso. Tout va bien? Peut-être que la réponse apportera d'autres questions. Oui. C'est pas forcément une question, mais c'est aussi un commentaire. On a parlé du durable, on a parlé du Capital Market Union. On est tous avec l'idée que know our customer, c'est-à-dire qu'on est customer driven. Mais il manque quelqu'un dans la salle qui sont les customers, c'est-à-dire les corporates en particulier. Et si on veut vraiment débloquer Capital Market Union, il faut peut-être inverser le processus de réflexion, en particulier vis-à-vis des politiques, en disant c'est pas quelque chose pour les banques ou les assureurs, c'est d'abord quelque chose pour les corporates. Donc ceux qui vont être le moteur pour expliquer aux politiques la nécessité absolue de la titrisation, etc., c'est les corporates, parce que c'est pour eux qu'il est absolument nécessaire d'avoir un marché diversifié, fort, complémentaire entre les marchés de crédit, etc., etc. Donc il faut que d'une manière ou d'une autre, on arrive à faire en sorte que les directions financières des entreprises, etc., soient dans le driving seat pour expliquer aux politiques pourquoi il est nécessaire en Europe, dans sa souveraineté, son autonomie ouverte, etc., etc., d'avoir les marchés dont on parle ici en environnement relativement fermé. Donc ouvrons-nous aux entreprises. Comment peut-on faire? C'est une question qu'on avait posée. C'est une question qu'on avait posée lors des rencontres de l'AEFR à la suite de notre Assemblée Générale, mais qui effectivement est un peu au cœur des préoccupations de notre association. Alors, est-ce qu'il y a une troisième question? Une troisième interpellation? Oui. Utiliser la technique Banque de France en présentant et... Alors, Arnaud Gracio, élève avocat. Malheureusement, j'ai une question beaucoup plus technique, pas forcément pertinente, mais vous avez tous plus ou moins évoqué, du moins les premiers intervenants, la digitalisation et le bilan
la présidence française en la matière, en citant Dora et Mika. Il y a malgré tout, dans les cryptoactifs, une catégorie qui reste apparemment non visée, ni par Mika, ni même par la loi Pacte, sauf à ce que nous entendons, qui est les NFT. Et donc je voulais savoir si c'était un oubli volontaire ou s'il y avait d'autres choses enfin, d'autres projets qui devaient intervenir pour capturer. Merci beaucoup. C'est pas du tout une question technique, c'est une question tout à fait intéressante et très stratégique. Alors, une dernière, quatrième, une dame, monsieur. Je renonce. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Alors, Francesco Moro, la première question vous était très clairement adressée. L'étude d'impact prospective de BAL3, post-Covid, post-Ukraine, c'est ça? Oui. Disons que, à peu près, j'ai essayé de me mettre dans ce cadre-là dans mon intervention. Donc, c'est-à-dire que on estime qu'effectivement, il y a besoin de BAL3, même dans cette situation, et que la crise de Covid n'a rien changé sur l'exigence de se doter de ça, et que la crise Ukraine, au contraire, renforce, parce que ça sera une crise différente, en fait, dans l'impact de la crise du Covid, bien sûr, qui va se concentrer peut-être dans des situations spécifiques. Donc, la mesure du risque et la gestion du risque devient cruciale. Ce n'est pas une crise qui va être résolue avec des interventions publiques, très probablement. Il n'y a pas d'espace pour politique monétaire ni politique de gouvernement. Très probablement, politique fiscale, c'est très difficile, disons. Il n'y a pas seulement le scénario favorable à ça. Donc, c'est le cadre réglementaire qui doit marcher. Et il marche bien s'il prend le mieux possible en considération, effectivement, les risques qui sont sur la table. Maintenant, deux points sur le stress et le fait qu'on ne fait pas, on n'utilise pas assez de stress au pas bon moment. Je ne suis pas totalement d'accord parce qu'on fait beaucoup de stress. Des tests, on le fait régulièrement, on demande aux superviseurs de le faire, on demande aux banques de le faire et d'informer les superviseurs. On essaie d'avoir des hypothèses qui sont, au moins dans les stress tests qui sont organisés par l'EPA avec les services. On essaie d'avoir des scénarios qui sont assez près de ce qui pourrait se matérialiser dans la pire des options possibles. Donc, on essaie d'évaluer tout ça et on fait de nos mieux pour ça. Donc, bien. Mais sur le stress, je suis bien placé pour dire qu'on fait des stress tests dans les banques à la demande du régulateur, ça, j'ai pas de doute. Moi, je disais plutôt, est-ce que, c'est peut-être pas d'ailleurs la mission du régulateur, c'est peut-être plutôt la mission de la BCE, c'est y a-t-il un scénario vu par la BCE de credit crunch parce que BAL3 est besoin majeur des emprunteurs, comme vous le dites très justement, les États qui ne peuvent plus intervenir, un scénario d'inflation élevée, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un, je ne sais pas qui, peut-être à la Commission, etc., réfléchit à faut-il mettre en place BAL3 si l'Europe est en récession et que les banques ne peuvent plus financer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce stress case est étudié par quelqu'un? C'est ça la question. Le stress bancaire, oui, ça me fait beaucoup. Emmanuel. Merci. Peut-être un pardon, si je peux me permettre une réaction. Un peu
considéré que le renforcement des exigences qui ont lieu au cours des dernières années ont en grande partie conforté la résilience des établissements de crédit. Et notre analyse, je pense, est partagée aussi bien par le SSM que par le DA et bien entendu par le BCBS, le comité de Bâle, et que les exigences qui découlent de l'accord de novembre 2017, donc la finalisation du Bâle 3, vont concourir à renforcer davantage la résilience face à effectivement des cas de figure très contrariants comme les évolutions macroéconomiques qu'on peut consulter actuellement ou des cas très exogènes ou idiosyncratiques à contrario pour justement faire en sorte que les banques en tout état de cause soient à même de financer l'économie réelle. Je crois que c'est vraiment un des constats dont on peut se féliciter collectivement en Europe et aux autorités de supervision ou de réglementation à l'issue de la crise Covid. Donc, je pense que les 3 dernières années ne font que conforter la mise en œuvre de Bâle 3. Merci. Je suis sûre que d'autres ont envie de réagir à la tribune, mais je propose de répondre aussi à la question d'Edouard de Langsam. Alors, comme il interpelle sur le consommateur, au sens industriel du terme, à travers les corporates, je propose peut-être de demander à 2 représentants des métiers des services financiers, à la fois la banque et l'assurance, Étienne Barrel et Nicolas Jean-Louis, de contribuer à cette réponse. Si vous permettez, je le fais en 2 temps. Peut-être juste... Non, 2 temps, 2 minutes. Sur la question qu'on vient d'évoquer, qui est un peu centrale quand même, hein, je pense que les banques sont résilientes et c'est très important. Au cours des dernières années, elles ont renforcé leur résilience. Je crois qu'il n'y a aucune question là-dessus. La question, c'est quelle est la crise que l'on prépare? Et est-ce que la réglementation est là pour continuer à regarder 2008 dans le rétroviseur? Et est-ce que la réglementation est là pour préparer la suite? Ma conviction, mais je sais que c'est un débat qui nous mènera plus loin, c'est que aujourd'hui, ce dont l'économie européenne a besoin, c'est d'une capacité de financement forte, et donc des banques, puisqu'aujourd'hui elles font en Europe à peu près 75% de financement, en capacité de le faire. Et c'est ce qui me permettra de faire la liaison entre les deux. Donc, pour moi, le risque que je vois dans le stress case Europe, le stress case bancaire, c'est pas qu'il y ait des banques qui flanchent, c'est que les banques aillent bien, mais que l'économie aille très mal. Et donc qu'on soit dans une situation où les banques elles sont très résilientes, mais c'est, comme disait quelqu'un, the stability of the graveyard. Voilà. Et c'est l'économie qui sera plutôt dans le graveyard que la banque. Et ça, je trouve que c'est très mauvais. Et pas parce que je suis égoïste, mais parce que je pense que les banques, et c'est là où je fais le lien, ne vivent que parce qu'elles ont des clients. Donc il faut que les clients aillent bien pour que les banques aillent bien. Donc, voilà mon... c'est sur le lien. Sur les corporates, moi je pense qu'on les a les chiffres. Je vais faire un petit calcul de point de table. Si on prend le système bancaire européen, la croissance de son bilan au cours des 10 dernières années permettait de financer chaque année 500 milliards de plus de financement. En business as usual, plus 500 milliards par an qui étaient mis, dans un contexte réglementaire qu'on connaissait et liquidité qu'on connaissait. Si on met de côté ce qu'on va devoir financer, on disait la double transition, on va dire 400-450 milliards. C'est-à-dire qu'en business as usual, vous allez passer de 500 milliards financés par les banques, toutes choses égales par ailleurs, à 50 à 100 milliards. Donc, ça ne va pas passer. Donc d'ores et déjà, les entreprises peuvent savoir que si elles veulent être financées, dans leur business as usual, en plus des investissements à faire pour la transition écologique et la transition numérique, qui, honnêtement, pour le premier, transition écologique, c'est la destruction de capital non durable qu'il va falloir faire. Donc ce n'est pas des investissements productifs qui vont rapporter beaucoup de ROE, qui vont rapporter directement beaucoup de capacités d'autofinancement.
Donc il ne faut pas se leurrer. Dans un deuxième temps, oui, mais dans un premier temps, c'est de l'argent qu'il faut mettre sans qu'il y ait de l'argent qui revienne tout de suite. Donc ça ne se passera pas. Et les corporates, je pense, doivent convaincre dès maintenant et se faire plus que le font aujourd'hui les avocats de cette titrisation, pour dire mais nous on veut continuer à être financé et on voit bien que ça ne va pas passer. Nicolas? Oui, merci, mais je pense que ma réponse irait dans le même sens. Peut-être un mot aussi sur la question quand même du régime prudentiel et la façon et de savoir dans le secteur de l'assurance s'il a été développé avec l'ensemble des crises potentielles en tête. Je pense qu'ici aussi on a un SOVA 2 qui est en place depuis 2016 et qu'effectivement il y a déjà eu un certain nombre d'événements qui sont passés. Jusqu'à présent, on peut aussi dire qu'il a passé le test de ces différents événements, donc ça ne veut pas dire qu'on a il n'y a rien qui peut se passer, mais je pense qu'effectivement on a vraiment pu montrer que SOLVA 2 a permis à travers l'Europe d'améliorer significativement la gestion des risques, notamment par le capital, mais aussi les piliers 2 et 3 de SOLVA 2. En ce qui concerne le Capital Markets Union, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, qu'il y a une nécessité des corporates de contribuer au débat. Lorsque le projet CMU a été lancé, pour le secteur de l'assurance, ça concernait principalement la possibilité de contribuer au financement à long terme, notamment via Solvabilité 2 et les discussions parallèles. Et ça, je pense qu'il le débat a eu lieu et continue d'avoir lieu, mais il y a effectivement tout l'enjeu pour les corporates elles-mêmes, donc il y a une nécessité de participer à cette discussion. La titrisation, je pense, c'est effectivement un des éléments clés. Il y a d'autres aspects du CMU dont on sait qu'ils seront plus complexes à obtenir des résultats, comme les discussions sur les droits de la faillite. Donc il va falloir choisir les bonnes batailles, mais il y a effectivement un vrai enjeu pour les corporates principalement. Je n'hésite pas quand même à vous lancer cette heure tardive du débat sur l'impact sur le secteur assurance de la guerre en Ukraine. Parce que c'est quand même vous qui avez été heurtés les premiers, et de vérifier à quel point entre les différentes fédérations nationales, au niveau européen, vous avez pu avoir des approches comparables, ou est-ce qu'on est passé d'abord, est-ce qu'il y a eu un débat avec la présidence française sur comment est-ce qu'on gérait cette affaire-là, parce que ce soit sur le maritime, sur l'aérien, sur un certain nombre d'entreprises, il y a eu un impact immédiat. Et en tant que fédération, est-ce que vous avez eu un rôle de coordination, de concertation entre les différents... c'est la quatrième question de l'audience qui ne l'a pas posée. Hein. Merci, non, c'est effectivement un sujet important. Donc, la première chose à dire, c'est que l'exposition du secteur de l'assurance européen en général à l'Ukraine, s'agissant du côté investissement, du côté assurantiel, donc du côté passif du bilan, était assez limité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'entreprise qui était active, et il y a effectivement un certain nombre d'entreprises européennes qui avaient et qui ont toujours en fait des parts de marché assez importantes en Ukraine et qui continuent d'opérer et qui n'ont d'ailleurs jamais interrompu leurs activités. D'après ce qu'ils nous ont dit, pas une seule minute. Ils ont une entreprise, notamment un service de call center qui n'a jamais été interrompu, même au lendemain de l'invasion. Les questions qui se sont posées effectivement et qui se posent toujours concernent évidemment la mise en place et l'application des sanctions contre la Russie, qui sont complexes à interpréter. Donc là, on apprécie beaucoup le rôle que joue la Commission de répondre et de donner une interprétation sur les questions qui se posent sur l'interprétation des sanctions, parce qu'évidemment, les entreprises ont le souhait de les observer, mais il y a beaucoup de questions très pratiques. Ce qui était inattendu, en tout cas pour nous, au lendemain de l'invasion, c'est les questions qui ont concerné l'assurance automobile, parce qu'on a vu des centaines de milliers, des millions d'Ukrainiens traverser la frontière, une bonne partie en voiture. Et alors il y a une vague de solidarité qui a eu lieu par notamment dans les entreprises d'assurance des pays frontaliers, notamment la Pologne en particulier, pour permettre aux Ukrainiens d'entrer sans devoir, s'ils n'avaient pas de carte verte,
pouvoir entrer avec un système d'assurance gratuit, enfin on appelle un border insurance. Et donc c'est des mécanismes qui sont mis en place immédiatement, mais évidemment après quelques mois il a fallu avoir des discussions au niveau de la fédération sur des solutions qui ne soient pas de long terme, puisque les solutions de long terme ça veut dire probablement acheter une police d'assurance qui réponde aux exigences de la directive européenne, mais des solutions intermédiaires qui permettent quand même aux réfugiés de pouvoir circuler en étant assurés et dans de bonnes conditions. Donc ça a été vraiment un sujet de discussion assez important et dans lequel le secteur et un grand nombre d'entreprises, enfin le secteur s'est montré solidaire des réfugiés, soit au niveau des associations nationales, soit au niveau d'entreprises individuelles selon les pays. Merci beaucoup. Benoît Giuliani, pourquoi les NFT ne sont pas couverts et quand est-ce qu'elles vont être couvertes? Alors les NFT, les non-fungible tokens, pour répondre à votre question, d'abord à l'époque de la loi Pacte, les NFT n'existaient pas encore. Mais ça montre aussi la vitesse d'évolution de ce secteur et la difficulté du législateur français et encore plus européen de suivre les évolutions technologiques. Alors là, au moment des discussions MICA, oui, les NFT existaient, elles ont fait l'objet de pas mal de discussions. C'est pas simple à qualifier déjà en droit national préexistant. Moi, des juristes qui m'ont fait des papiers de dizaines de pages pour essayer de qualifier les NFT, et comme c'est non fongible, mais en même temps qui est identique d'un token à un autre, on peut s'amuser déjà aujourd'hui sur les qualifications. Ce que j'ai compris, c'est que dans MICA, les NFT ont été exclus, mais avec deux rappels. Le premier, c'est qu'on a, j'ai pas vu le texte définitif, peut-être que Sébastien le connaît mieux que moi et pourra compléter, mais j'ai compris que quand le texte définitif nous sera communiqué dans les jours à venir, il y a une possibilité nationale de requalifier les NFT dans certains cas liés à leur usage de fait, parce que les NFT, c'est pas des documentations standards aussi. Dès que vous mettez des règles du jeu, les personnes derrière peuvent les arbitrer, soit en rentrant dans le statut que vous leur proposez, soit au contraire, si c'est à leur intérêt, en sortant. C'est aussi quelque chose qui n'est pas facile quand on légifère sur ce genre de choses. Donc là, j'ai compris, premièrement, qu'il pourrait, dans certains cas exceptionnels, si de facto, il ressemble à un crypto-actif régulé par ailleurs, rentrer quand même dedans sur une base très, très limitée. Et deuxièmement, quand on ne sait pas, le système européen fait comme d'habitude, la Commission européenne, dans 18 mois, vous faites un rapport et vous revisitez le point, et on se revoit à ce moment-là pour voir si on ne doit pas mettre une régulation plus adaptée en place. Je ne sais pas, Sébastien, si sur les NFT, tu as eu d'autres infos. Et puis si vous voulez réagir sur tel ou tel point qui a été évoqué par les panélistes, et puis peut-être aussi quand même de répondre non pas à la question Ukraine assurance, mais Ukraine impact sur la présidence française de l'Union européenne du point de vue du Trésor. Merci. Alors, dans l'ordre inverse, sur les NFT, donc ce qu'a dit Benoît est parfaitement exact, il y avait le souhait de ne pas les inclure au moment des trilogues, parce que ça n'était pas mûr, et notamment par rapport à ce qu'a dit Benoît, qui est ne serait-ce que la qualification juridique. Et vous avez des NFT qui peuvent ressembler à des titres financiers, vous en avez d'autres, clairement, ça n'est pas ça. Et MICA, c'est quand même dans le champ financier. Donc, affaire à suivre, c'est très clair, c'est un peu la même chose pour Decentralized Finance. Ensuite, sur la question, l'interpellation d'Edouard sur les corporates. Oui, on s'est efforcé de signaler à tous les États membres qu'il fallait penser au client final. Quand on parle d'épargne, c'est quand même l'épargnant, mais quand on pense à lui, on dit protection d'épargne, protection d'épargnant. Je suis pas sûr qu'on ait intérêt à garantir le capital et la liquidité à tout instant, que ce soit ça à rendre service. Mais bon, on est dans un environnement de taux négatif. Ça va évoluer. Peut-être que la question de la performance, et du coup le rendement risque, ce que j'ai appelé petit, reviendra sur le devant de la scène. Et puis les entreprises. Les entreprises, vous avez, là, moi je vois Fédération en France, on est la CPME, pas forcément les plus grands spécialistes, dit-on, de la réglementation bancaire. Enfin, ils ont quand même compris que s'il y avait une certaine saturation de capacité bancaire, ça risquait d'aller, ça risquait d'être ceux qui allaient la ressentir par rapport à crédit immobilier et autres. Donc la question c'est est-ce qu'il y aura une saturation bancaire, ça a déjà été largement évoqué. Moi je rappelle juste que sur BAL, la proposition de BAL, j'avais un mandat
qui n'est pas ce que j'ai pu entendre ici, qui est G20 ECOFIN, le mandat des ministres des Finances, disant no significant capital requirement increase with a level playing field. Donc FRTB, c'est le level playing field. Désolé, il n'y a pas d'autre chose. Et après, sur l'immobilier, le level playing field, on n'a pas le même modèle en France. D'ailleurs, dans d'autres pays européens, il y en a qui ont un peu de taux variable en ce moment et qui suent un peu à la goutte. Et puis, c'est pas du tout le même modèle que les États-Unis. Bon, enfin voilà. Ça, c'était le mandat. Après, c'est un mandat politique, donc c'est forcément un petit peu vague, et donc il y a eu des discussions sur ce qui était quoi significant. Et puis après, il y a toutes les cailles, toutes les activités, etc. Mais c'est pour dire, par rapport à la question d'Alain Mathias, le mandat, il est là. Et après, ce qu'a dit Emmanuel, c'est qu'on augmente, oui, parce que pour les banques européennes, ça va se traduire par une augmentation. Ça augmente normalement la résilience. Après, il y a une étude de la BCE, moi j'encourage vivement à la lire, sans, en détail, sans regarder les headlines, parce que la BCE, on a tiré l'usage pour dire qu'il faut absolument transposer Bâle 3 de manière pure et parfaite, hardline, sans spécificité européenne. C'était sur la base de, on multiplie les scénarios, et à la fin, on se rend compte qu'en appliquant ça strictement, dans les scénarios les pires, question que de distribution, alors le système est quand même plus résilient si on n'avait pas ces mesures-là. Il y a une autre partie qui dit l'application stricte de ces règles fait que dans les 8 premières années d'application de ces règles, ça fera moins 800 milliards d'euros de capacité de crédit en Union européenne, donc moins 200 milliards d'euros pour la France. Et après, ce que dit la BCE, c'est nous, on valorise plus la deuxième partie que la première. Ce qui est, je veux dire, je ne dis pas à contester ces termes, mais ce que je veux dire, c'est que ces études ont été faites. Et là, je cite la BCE, c'est pour éviter toutes les contestations entre Copenhagen économique d'un côté et je ne sais quel autre de l'autre. Voilà, je prends les... Donc, c'est fait. Maintenant, le monde évolue extrêmement vite et on voit bien que les études d'impact peuvent devenir datées. C'est pas tellement la faute de la commission qui fait ces études d'impact qu'elle peut, moi j'en suis persuadé. C'est le processus européen qui est extrêmement long. Et si on doit passer par un taux délégué dans la transposition de Bâle, c'est bien parce qu'on a commencé plus tôt que tout le monde, par un Japon, mais pour eux de terminer plus tard que les autres. Donc il faut la capacité d'adaptation est passée par ça. Pour répondre à la question sur l'Ukraine, comment ça a impacté? Ça a été évoqué, ça a déjà impacté fortement dans le travail par tout ce qui est sanctions. Parce que c'était les mêmes équipes, les mêmes attachés financiers qui s'en occupaient. Et les sanctions, beaucoup de discussions, beaucoup de négociations. C'était partie du bilan et beaucoup de tués. C'était pas le bilan qui était demandé initialement. C'était pas la feuille de route initiale. Et dans le bilan, je pense que c'était tout à fait. Donc les sanctions, il y a eu un paquet, et ça continue, il faudra être toujours, avec des événements quand même, enfin des événements très significatifs. Et donc derrière, comment c'est mis en œuvre, voilà, c'est tout par les acteurs financiers, avec ce Q&A, effectivement, la FISMA a rempli un rôle extrêmement important. Nous, au Trésor, on le fait pour les acteurs français, et on voit à quel point c'est extrêmement lourd, et en même temps, il faut être extrêmement précis. C'est des décisions qui, évidemment, peuvent être contestées par ceux que ça concerne, très directement. Donc, l'un dans l'autre, moi, je conclurai par la guerre en Ukraine n'a fait que renforcer par tous les États membres la compréhension que le point d'autonomie stratégique ou souveraineté européenne mise en avant par le président et décliné autant que possible, ce n'est pas juste une marotte, enfin une réalité et une nécessité. Évidemment, pour le secteur financier, ça se décline sans doute après l'aspect défense ou autre, mais quand je repense au débat sur la taxonomie, qui a accusé la position nucléaire, etc., bon, voilà, l'évolution de l'histoire extrêmement rapide et l'évolution des textes. Donc, créance française, c'est un moment, ça revient tous les 13 ans et demi, si on perd encore les États membres, sauf si on gagne, on verra. Et entre-temps, c'est passer le relais à la République tchèque. Je pense, si je
je veux conclure que la Commission européenne, c'est vraiment le pivot, c'est eux qui ont la capacité d'avoir la vision, c'est eux qui ont la capacité de faire les analyses. Il faut le soutien derrière de toutes les entités, mais je pense que là on est dans une phase où il faut vraiment rester unis avec une commission qui tire tout le monde en se reposant aux services financiers, sur l'autorité européenne de supervision, avec la Banque centrale européenne. Et c'est eux qui ont la capacité, parce que derrière, le Conseil et le Parlement, ce sont des co-législateurs, mais qui travaillent sur la base d'un texte qui ne construisent pas. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à l'élaboration de la loi nationale. Merci Sébastien pour ce plaidoyer en faveur du rôle pilote de la Commission. Je ne suis pas sûre que toutes les présidences françaises de l'Union européenne se seraient conclues avec ce plaidoyer, mais ça dit quelque chose du moment d'une Europe élargie où les Britanniques sont partis et d'une Europe qui découvre de nouvelles crises qui ne sont pas dans son mandat, que ce soit celui de la santé ou celui de la guerre. Merci à tous, merci encore à la Banque de France pour son hospitalité, sa contribution, sa participation à nos débats. Merci à tous nos intervenants. Je fais amende honorable car nous n'avions pas une tribune paritaire. L'AEFR essaie de se réformer comme beaucoup, mais comme vous le savez, la réforme est un long processus auquel chacun doit s'atteler le plus possible tous les jours. Cette présidence française de l'Union européenne, on l'a dit, elle avait commencé avec une feuille de route très ambitieuse, y compris sur les marchés financiers, même si, je vais y revenir, vous vous en doutez. Et je trouve que, Sébastien Raspier, la façon dont vous avez dit ce que j'aime appeler l'hélicoptère et la virgule, correspond assez à la réalité. Et au fond, on peut avoir une présidence qui est réussie dans les deux registres ou dans un seul des deux. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une présidence qui lance des grandes idées, des grands thèmes comme ça, ou une présidence très technique qui fait avancer des textes. Je prends pour exemple, non pas pour comparer la présidence française en période électorale avec la présidence belge en absence totale de gouvernement pendant plus de 18 mois, mais on se souvient que la Belgique a occupé la présidence de l'Union européenne sans gouvernement et que ça s'est très bien passé. Donc pour l'avance technique, quand on a des bonnes équipes, des bonnes administrations qui sont prêtes pour exercer une présidence, c'est très important. Et on l'a vu notamment à la fin de cette présidence. Parce que je crois que la façon dont vous avez bouclé un certain nombre de textes, CSR2 et tous ces petits Mika, Dora, c'était vraiment l'expertise technique d'équipes qui savaient, ici et à Bruxelles, sous l'autorité de Philippe Lévy-Costa, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, puisque je crois qu'il y a un petit conseiller Ecofin, qui était vraiment à la fois préparé, mobilisé. Mais derrière, il y a, et c'est ce qu'on retrouve avec ou sans la guerre en Ukraine, je crois que je partage totalement votre approche, cette volonté de donner un sens politique à cette présidence, avec une question qui, dans l'ADN mental français, s'impose depuis toujours, ou depuis si longtemps, mais auquel la Covid a donné une certaine actualité, renforcée évidemment avec la guerre en Ukraine, qui est cette question de l'autonomie stratégique ou de la sécurité européenne. L'heure est avancée, donc je ne vais pas rebondir sur tous les points sur lesquels j'aurais souhaité pouvoir contribuer. Simplement, en petite touche comme ça de puzzle, Emmanuel, vous dites, vous espérez que le compromis ne va pas être défait. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas accepter la négociation. Moi, vous vous en doutez, comme ancienne parlementaire, quand on me dit que c'est tellement bien le compromis qu'on a négocié, je ne dis pas ça contre le gouverneur qui a dit ça aux banques françaises, mais quand même, au Parlement européen, il y a une discussion qui est ouverte. Il se trouve qu'à Eurofi, j'ai discuté avec toutes les équipes de négociateurs, c'est pas bouclé encore. Hein. Donc il faut surveiller ça comme l'huile sur le feu, et si on a différentes sphères de négociation, ben, il faut pouvoir respecter chacun des environnements, convaincre, et ne pas penser que c'est une occasion de réouvrir tous les arguments qu'on a conclus au fil de la négociation, mais savoir qu'il y a un nouvel espace qui est ouvert.
Sur la titrisation, vous avez totalement raison, au Parlement européen, c'est un gros mot, j'ai contribué, et l'affaire n'est pas encore corrigée, parce que il faut convaincre. Et il faut convaincre que, pourquoi est-ce que la titrisation c'est un gros mot? C'est pas qu'à cause de l'affaire des subprimes, c'est parce qu'il y a cette perception que c'est l'espace où les banques se font le plus de marge sans le redistribuer à l'économie. Ce qui est sûrement, vous allez tous me dire faux. Bon. Mais quand vous vous interrogez sur pourquoi ça bloque au Parlement européen, je vous donne des arguments pour changer la donne. Et l'idée qu'aujourd'hui, les banques, alors parce que dans le fil conducteur de la présidence française, à côté de la question de l'autonomie stratégique, la question de comment est-ce qu'on finance les besoins de l'économie, alors je dis pluriel parce que ça les énerve, mais de l'économie, de l'industrie, est une question absolument majeure. Et du coup, sur ce chantier de la titrisation, je pense qu'il y a encore du travail. Vous avez un tout petit peu évoqué les uns et les autres ce défi qui, me semble-t-il, est quand même parmi les chantiers vraiment à surveiller là et sur lequel on travaille beaucoup à l'AEFR, qui est celui de la normalisation extra-financière. C'est pour moi, en termes d'autonomie stratégique européenne, une bataille gigantesque. Je vous fais un scénario très noir. Nous, et là je parle aussi avec ma casquette CCFD, la Commission Climat et Finances Durables de l'AMF, je m'en excuse auprès de l'AEFR, mais je ne fais pas qu'il conflit d'intérêt. Pour l'Europe, la question de la double matérialité est une question absolument identitaire. Et on a raison là-dessus. Je ne crois pas que les Américains feront quoi que ce soit. Et je crois que l'ISSB fera quelque chose, même si il est aujourd'hui présidé par un Français, quelque chose de relativement modeste, qui n'intégrera pas la réalité de la double matérialité. Et que, du coup, les corporates plaideront pour n'appliquer que l'ISSB. Et la bataille, ça sera de trouver une espèce de modus vivendi pour dire oh, mais c'est équivalent sur la double matérialité. Je fais le scénario noir. Mais ce n'est pas l'histoire. Or, ça m'amène à mes deux éléments de conclusion. Le premier, c'est que je suis revenue de mes vacances d'été avec une très grande inquiétude, puisque nous sommes tous mobilisés sur ces enjeux de finances durables à juste titre. Et que c'est un investissement où tous les métiers sont engagés, où parmi on salue comme la CSRD comme le grand succès de la présidence française à juste titre, même si on n'a pas l'obligation de contrôle par les ordres côtières. L'opinion publique ne le perçoit pas. L'opinion publique ne voit pas en quoi l'engagement de la finance qui dit avoir des fonds verts, des investissements verts, une assurance responsable, en quoi ça change la donne. Et quand c'est comme ça, ça fabrique des populistes. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention. Nous ici on est tous convaincus de ce qu'on fait, c'est bien. Mais la transformation et de comment c'est perçu par l'opinion publique, dans la réalité, quand ils voient l'été qui brûle ou les noyades ou je ne sais pas quoi, c'est un décrochage complet. Et quand la finance ne convainc pas qu'elle est au service de l'industrie ou du bien commun ou du financement des besoins, on a un problème. J'en veux pour preuve que je pense que Next Generation EU a très bien été discuté ici par la Commission. Mais je pense que c'est une occasion ratée pour nous, car on s'est tellement concentré sur l'emprunt commun qu'on était content d'avoir, on a relativement négligé, je dis relativement parce qu'on est toute petite poche, relativement négligé les conditions de mobilisation d'un financement privé de la transition écologique. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ces questions de financement majeur qui fait que la présidence française n'a pas pu avancer ou même proposer ni sur l'union bancaire, ni sur l'union des marchés des capitaux, le momentum n'est plus à la réforme des marchés financiers. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous ne sommes plus la priorité. Et du coup, le seul moyen que nous avons pour avancer de manière fondamentale, au-delà de
tous les textes que la présidence française a pu engranger à juste titre. Mais pour aller vers une transformation des conditions de financement de l'économie par les marchés financiers, on ne peut pas avancer avec cet agenda-là. Il faut avancer avec l'autre agenda, qui est celui du numérique et celui de la transition écologique. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas apporté beaucoup de pistes, mais je partage avec vous une conviction que je porte sans mandat de mes membres de l'AEFR, mais en tant que présidente de l'AEFR, en vous invitant évidemment à continuer à suivre nos débats et en vous indiquant juste brièvement trois ancrages comme ça sur les éléments sur lesquels nous travaillons. D'abord, pour vous indiquer que le 10 octobre, nous aurons le coming out de l'ancien président de l'autorité des marchés financiers, qui a accepté... 10 novembre. Merci, j'ai toujours vigilant. Le 10 novembre, il fera sa première, je pense, manifestation pour nous dire le bilan de son mandat à l'autorité des marchés financiers. Donc c'est pour nous un très grand honneur, un très grand plaisir. J'espère que vous serez nombreux à venir à cette matinale, le 10 novembre. Ensuite, pour vous indiquer que dans les productions de la revue d'économie financière, nous avons 3 numéros qui sortent d'ici la fin de l'année. Nous, on a fait une année en un trimestre, à peu près, ou 3 trimestres en un. On va avoir un numéro sur la dette, qui sort dans les jours qui viennent, un numéro sur l'Ukraine, tout aussi passionnant, et un numéro sur l'après-Brexit, qui est un numéro difficile à boucler, vous vous en doutez, parce que quand vous commencez à demander à des auteurs d'écrire des papiers en juillet et qu'il y a une crise financière en octobre, ça bouscule un peu, mais enfin ce sont des gens suffisamment avec une vision hélicoptère pour que je pense qu'on puisse avoir un numéro très intéressant. Et puis pour vous dire que parallèlement à toutes ces activités, nous produisons des debate papers dont un certain nombre vont sortir dans les semaines qui viennent et qui viennent tout à fait en écho avec beaucoup des thématiques que vous avez partagées, sur lesquelles vous avez échangé et sur lesquelles vous avez manifesté vos intérêts. Un immense merci à tous. Désolé d'avoir un tout petit peu dépassé l'horaire, mais je crois que la Banque de France, en plus, nous offre l'hospitalité pour un cocktail, donc on peut poursuivre les échanges juste à côté. Merci beaucoup.